Bienvenue sur JDR Factory pour cette discussion avec des super invités que je suis très content d'avoir. Nous avons donc, Axel et moi, décidé de parler de système, de mécanique de jeu. Est-elle vraiment importante? Sert-elle vraiment le jeu de rôle? Peut-on s'en passer? Ce genre de questions tarte à la crème, mais nous n'avons peur de rien sur JDR Factory. Et donc, avec nous aujourd'hui, Akritarch et Eric Niedan. Salut. Et donc, à tout de suite. Générique. Eh bien, du coup, salut Akritarch, salut Eric, pareil, très content de vous avoir avec nous. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vu que c'est très dommage, est-ce que vous accepteriez de vous présenter rapidement, nous parler de vous en tant qu'homme, votre passif rôliste, vos créations éventuellement personnelles, vos inspirations pour ces dernières et éventuellement vos actualités si vous avez des nouveautés qui viennent de sortir ou qui vont sortir bientôt. Donc voilà, Akritarch, c'est comme ça qu'on me connaît. Je suis Bastien Auto. Alors, passionné de jeux de rôle depuis très très longtemps. J'avais 15 ans, ça fait maintenant plus de 30 ans que je fais du jeu de rôle. Je suis aussi passionné de géologie, des paléontologies. J'ai 5 enfants avec lesquels je joue évidemment. Et puis alors, je suis aussi éditeur hein, avec le label Design by Akritarch, dans lequel j'édite principalement des suppléments de Dungeon World jusqu'ici, mais pour le moment aussi, je travaille avec Frédéric Guesquière sur Horrifique, qui est un jeu de rôle qui émule les nouvelles horrifiques de Lovecraft, mais donc c'est du Lovecraft sans le poulpe. Donc, pas l'appel de Cthulhu. Ouais, exactement, voilà, exactement. Donc, et c'est ça, en fait, l'originalité de Horrifique, c'est vraiment d'arriver à faire ça. Et puis alors, en même temps, pour le moment, je travaille également sur Impitoyable Bourgade, donc qui est un supplément urbain pour Dungeon World. Et on a commencé la traduction de Stone Top avec Florian Poulpi, que vous connaissez peut-être aussi. Et le Kickstarter pour Stone Top, la version anglaise, sera normalement fin mars de cette année-ci. Avec, nous, on fera la version française dans la foulée, puisqu'on a commencé la production. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est chouette. Parce que ça fait longtemps qu'on l'attend, celui-là. Oui, tout à fait. Et un autre que moi, j'attends personnellement depuis longtemps, c'est Freebooter 2, qui est annoncé par Jason Lutz aussi pour la fin de l'année et sur laquelle je me lance personnellement sur la traduction dès que j'ai terminé Impitoyable Bourgade. Donc voilà, normalement une année qui sera bien remplie. Et pour ceux que ça intéresse, parce que c'est une table ouverte et qu'il reste donc de la place, j'ai lancé une campagne de freebooter en version West Marchy. Ça, c'est sur le Discord de l'auberge virtuelle. Il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre. Je compte sur Axel et Matt pour mettre le lien. Évidemment. 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 Moi, je m'appelle Eric Niedan, je suis rôliste depuis 1983, j'ai commencé avec la boîte rouge. J'ai jamais laissé tomber le jeu de rôle et très peu laissé Donjons et Dragons et les autres jeux de fantasy héroïques ou semi-héroïques, ou pas héroïques du tout, en fonction des éditions. On me connaît dans ces dernières années probablement pour Macchiato Monsters, mais j'ai travaillé chez Oriflamme pendant assez longtemps. Sur Archipel. Dans les années 2000, voilà, avec la compagnie Archipel. J'étais à l'origine du système du jeu de rôle Lanfeust, qui est devenu le DK System grâce au Grumpf. Et puis voilà, en gros. Je suis indépendant depuis... auteur indépendant, parce qu'il m'arrive aussi d'avoir du travail. Du travail alimentaire, comme tout le monde. Depuis les années 2000. Et mon actualité, c'est la version française de Macchiato Monsters, l'édition Noisette, comme on l'a appelée, qui devrait être là très vite. Elle est en relecture. J'ai reçu un petit mail en me disant aujourd'hui qu'elle ne serait peut-être pas arrivée lundi, mais très bientôt. Oui, donc ça se compte en jours, quoi. Ça se compte en jours et c'est une version en plus augmentée parce qu'il faut quand même un peu se faire pardonner des francophones qui ont attendu 2 ans que... on traduise le jeu que j'avais écrit en anglais. Il y aura 10 pages de plus avec des règles en plus. Que de scoop ce soir. Oui, Oh là là, c'est beau.
Je suis même pas sûr d'en avoir parlé. Et mon autre actu, c'est Knock Magazine, qui est un magazine que j'aurais aimé pouvoir vous montrer, mais il est arrivé à une autre adresse. On a fini le Kickstarter à la fin du mois de décembre, et les derniers envois sont partis là du Pays Basque aujourd'hui ou hier matin. Et c'est un gros magazine A5 tout en couleur, plein de contenu OSR, donc Old School Role Playing, Revival, du jeu d'aventure, comme on dit, quand on est un peu plus moderne et qu'on essaie de se sortir des querelles de clocher. C'est bien que tu parles des querelles de clocher parce que tu viens de nous parler d'OSR, tu as quand même un background très OSR, alors que Akritar, juste avant, nous parlait de Dungeon World, qui est donc très PBTA. Vous avez peut-être une vision assez intéressante, l'un comme l'autre, sur la place de la mécanique dans le jeu. Alors, si vous attendez à ce qu'il y ait de la fight, ça va être difficile. Parce que, je veux dire, Eric et moi, non seulement, on est très copains, mais en plus, on a joué ensemble et on aime tous les deux le PBTA et l'OSR. Mais par contre, oui, on va, je vous promets, tenir notre querelle de clocher aussi. On va se mettre dans un rôle parce qu'entre rôlistes, c'est assez facile de le faire et on va faire ça. Mais enfin voilà, le PBTA, c'est jeune et comme on est tous les deux des vieux rôlistes, on a fait beaucoup d'OSR. L'OSR, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment vieux? Parce que en soi, Donjon Dragon, oui, c'est vieux, mais la pratique de l'OSR, c'est une version moderne de réinterpréter Donjon Dragon, non? Oui et non. Il y a une évolution de l'OSR qui s'est faite depuis les années 2004-2005. Et on voit des jeux qui s'épurent, qui deviennent plus thématiques, qui se reposent sur des univers, les univers qu'on appelle OSR maintenant, c'est-à-dire la fantasy bizarre. T'es dans un donjon, mais tu commences à muter parce qu'il y a des radiations à cause d'une cache d'armes venue de l'espace, planquée au fond du donjon. En fait, l'OSR au départ, c'est parti de l'OGL, c'est parti du fait qu'à un moment donné, les règles de Donjons et Dragons, anciennes éditions, ont été libérées. En tant qu'auteur, amateur ou même professionnel, on a pu commencer à faire matériel là-dessus. Et donc, les gens se sont réappropriés ces règles. Et avec ces règles, évidemment, une certaine forme de nostalgie, puisque ça faisait 30 ou 40 ans que certains n'avaient plus joué comme ça, parce qu'ils jouaient à des jeux de rôle modèles, et ils ont redécouvert une ancienne manière de jouer, mais une manière de jouer que certains piliers comme Eric n'avaient jamais quitté, et qui aujourd'hui refait surface, et dont on pourra parler, si on veut, des caractéristiques en comparé avec les PBTA. C'est vrai qu'il y a des différences, et c'est ça qui va être, à mon avis, intéressant de mettre en avant ce soir, quoi. Mais donc l'OSR, il se base sur de vieux systèmes de règles et sur de vieilles manières de jouer, mais lui-même, c'est une manière de jouer, c'est un mouvement qui a lui-même sa propre histoire et qui a lui-même ses propres évolutions. Voilà, c'est devenu une école de design comme PBTA. Voilà, parce que donc, pour les gens qui regarderaient cette vidéo et qui ne comprendraient rien à ce que ça veut dire OSR et PBTA, tant qu'on peut. L'OSR, c'est donc des mécaniques de jeu inspirées par les vieux Donjons et Dragons, c'est-à-dire, je dirais, avant 3.5, en fait, globalement. Et oui. Et le PBTA, ce sont des jeux... Les avis divergent. Comment? Les avis divergent. D'accord, mais c'est sûr que c'est avant 3.5. Personne ne va te dire que 3.5, ça fait de l'OSR. Non. Ouais, au moins, je prends moins de risques. Je risque pas de me faire lapider en disant que l'OSR s'inspire du DD avant 3.5. Et le PBTA, ce sont les jeux Power by the Apocalypse, donc inspirés par Apocalypse World. Et ces deux mécaniques, plutôt que de les opposer, comme tu viens de très bien de le dire, Akritar, je trouve que c'est intéressant de voir en quoi le game design, et donc la mécanique, est importante pour créer ou non du jeu et une ambiance particulière. Donc Axel, je ne sais pas si tu as quelque chose à demander. Bah oui, on a plein de choses à vous demander. Donc la première, évidemment, ça va être, moi ce qui m'intéresse, c'est dans votre pratique et ou dans vos créations, donc en tant que designer de jeu ou en termes de réflexion, est-ce que quelle est la place de la mécanique pour vous en fait quand vous jouez et ou quand vous créez en fait? Moi, j'aurais tendance à dire que la mécanique, c'est mon premier instinct, c'est le premier truc auquel je réfléchis. Ça fait très longtemps que j'ai pas écrit l'univers.
J'ai plutôt tendance à aller chercher des vieux scénarios ou à adapter, à dire tiens, on pourrait faire ça, mais ça se passerait dans le vide astral plutôt que sur Terre, ou à dire on va faire un mélange entre Star Wars et RuneQuest. Je dis vraiment les premiers trucs qui me viennent à l'idée. Hein. Je ne conseille pas de tenter ce genre de choses. Star Wars avec des canards? Ouais, Star Wars avec des canards à la place des loups. Et moi, c'est plutôt, tiens, on pourrait essayer de faire tout Donjons et Dragons avec le D6, ou si on adaptait le D20 système avec un D100 pour énerver les fans de Chaosium. Et comment ça marche, et qu'est-ce que ça nous apporte, et quel type d'univers ça génère, parce que je commence à répondre aux questions depuis. Mais c'est normal. Mais c'est ce qui m'intéresse plus qu'autre chose. D'accord, mais donc pour toi, prendre un mécanique classique, on va dire, inspiré de Donjons et Dragons, changer le D20 par un D100, ça change tout? Ça change ses profondeurs, ce que ça change dans l'expérience du jeu? Ça dépend de la mécanique qui va avec. Évidemment, si tu changes l'échelle, si tu multiplies tout par 5 et que tu lances un D100 comme tu lanceras un D20, non. Même si je fais partie des gens qui pensent que la forme du dé que tu as devant toi induit quand même une partie du plaisir de jeu et donc une partie de l'expérience. Non, si je dis on va faire du D100, c'est qu'on va essayer de faire du Chaosium, on va faire du 1D100 sous, on va avoir une liste de compétences. On part quand même sur un système différent. D'accord. Donc, à Critarge, toi, ton rapport à la... Disons que c'est une question à laquelle j'ai un petit peu du mal de répondre pour deux raisons. C'est que dernier univers, le dernier jeu de rôle que j'ai créé, c'était dans l'univers de la laverie. Donc, j'ai pas créé l'univers. Tout ce que j'ai dû faire, c'était adapter cet univers-là au système de jeu PBTA, mais qui était une demande de l'éditeur. Donc, forcément, ça va un petit peu changer les choses. Et sinon, c'est vrai que, comment dire, bah oui, je suis le grand prêtre de la boîte rouge, comme on dit. Donc, la première boîte traduite de Dungeon World, quand c'était encore la version alpha, que n'avait pas terminé Adam Koebel et Sage Latora lors de le Kickstarter, et dans laquelle il y a un magnifique, d'ailleurs, scénario de notre ami Eric, si je ne m'abuse. C'est toi qui avais fait le donjon, Eric? Non, c'était pas moi, c'était Greg Pogor. Ah, voilà, okay, c'était Greg qui avait fait l'idole. Ben voilà. Ouais. Ah oui, toi, tu avais participé sur la V2, en fait, c'est ça? Oui. Voilà. Moi, c'est l'achat de cette boîte qui m'a fait découvrir le PBTA et qui m'a replongé dans ma nostalgie de quand j'avais 11 ans, qui m'a fait ressortir l'autre boîte rouge, donc celle des années 80, voilà. et qui m'a lancé sur cette... Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que le PBTA, il a eu un impact assez violent et déterminant sur ma pratique du jeu de rôle. Parce qu'à un moment donné, moi, dans ma pratique du jeu de rôle, pendant les années 90 et 2000, j'ai été très, très malheureux parce que tout le monde voulait faire des scénarios hyper léchés, prévus, tirés au cordeau, volontiers dirigistes. Alors que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui adore l'improvisation, qui adore laisser la bride à ses joueurs. Et moi, mon mode de jeu de base, je veux dire, mon système d'exploitation ou de rôliste de Bastien, en règle générale, c'est plutôt le bac à sable, quoi. Et donc, dans les années 90 et 2000, j'ai été un peu malheureux par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, j'avais même, quand j'étais étudiant, j'avais même du mal à trouver des gens qui voulaient jouer avec moi. Parce que j'avais une façon de jouer où on me disait « Oh, mais non, c'est complètement ringard, il n'y a plus personne qui joue comme ça, etc. » Et moi, j'ai continué à jouer comme ça, un petit peu contre vents et marées. Et finalement, grâce au PBTA et au mouvement OSR, cette manière de jouer, elle est revenue sur le devant de la scène. Et en plus de ça, ça correspond parfaitement, je dis quelque part, à ma vie d'actuel, de quarantenaire, avec 5 enfants, avec 3 boulots, plus des choses à ne plus savoir qu'en faire sur le côté. Donc, parce que ce sont des systèmes, des manières de jouer qui permettent de préparer un minimum en se disant, moi, je veux ne plus préparer que les choses qui vont être incorporées dans la partie et qui vont avoir un vrai poids sur la partie. Et c'est ce que j'ai, après, moi, développé dans ma théorie, parce que je suis quelqu'un qui aime bien faire de la théorie sous le terme de haut potentiel ludique. Donc, voilà pourquoi le PBTA, il est important pour moi. Et voilà pourquoi, quelque part,
Oui, j'ai été j'ai été un chantre du PBTA puisque j'ai écrit un guide de bricolage maison, de bricolage de votre petit guide de bricolage de votre apocalypserie maison, pour faire simple dans le titre, et puis que j'ai autant participé à la découverte du PBTA. Maintenant, personnellement, je considère que j'ai pas énormément fait tant que ça. Il y a des gens qui ont fait beaucoup plus pour le PBTA que moi, mais c'est clair que, d'une certaine manière, on m'associe fort à ce système à cette famille de jeux, je veux dire, parce que c'est pas vraiment même pas un système, à cette famille de jeux. Voilà. Encore une fois, pour des gens qui regardent cette vidéo et qui n'auraient pas une vision parfaite de ce qu'est l'OSA et le PBTA, rapidement, en quoi, pour toi, Akritarch, la pratique du PBTA change par rapport à la pratique de l'OSR? Je poserai la même question à Eric après, dans l'autre sens, mais... Alors, déjà, d'une part, je renverrai vos auditeurs vers votre numéro précédent sur le PBTA qui expliquait quand même assez bien les choses, même si, je l'ai dit dans les commentaires, je n'étais pas d'accord avec tout, mais ça, c'est pas très grave. Donc, le PBTA, pour le dire simplement et de manière très courte, c'est un système de jeu qui va s'adapter à une proposition narrative très forte et qui va non seulement s'adapter en tant que système de jeu, mais qui va tout faire à l'intérieur du système de jeu pour que quand on met le système de jeu en place autour de la table, eh bien automatiquement cette proposition narrative forte arrive autour de la table. Donc, si on prend Apocalypse World, parce que partons de la base, tout comme je pense que quand on parle d'OSR, on ne peut pas éviter de parler de Donjons et Dragons, quand on parle de PBTA, on ne peut pas éviter de parler d'Apocalypse World. Quand on parle d'Apocalypse World, le jeu est fait pour jouer des gens qui se tirent le mou dans un monde post-apocalyptique pour essayer de survivre et surtout tirer un maximum de couverture à eux. Et le jeu est fait pour ça et il marche super bien pour faire ça. Voilà. Maintenant, si vous avez envie de faire un PBTA bisounours, eh bien, vous pouvez faire un PBTA bisounours. Mais alors, à ce moment-là, la mécanique de jeu va changer. Et alors, le PBTA a une espèce on va dire, d'armature de base, un squelette, dans lequel on va retrouver les objectifs du meneur, ses principes et ses actions, et qui vont être ce qui, quand c'est bien mis en place, et normalement, quand on les respecte, ces 3 couches de squelette, quand on les respecte bien dans la partie, normalement, eh bien, la proposition narrative arrive d'elle-même à la table de jeu. Et comme on est là, on va en profiter. Par exemple, dans Horrifique, qui est un jeu issu de la famille des PBTA, eh bien, par exemple, Fred Guesquière arrive avec une proposition, avec une horloge de l'horreur qui va déterminer le ton de ce qu'on peut amener en tant que joueur et en tant que meneur au sein de la partie, et qui fait que naturellement, au fur et à mesure que l'horloge avance, l'horreur va arriver et va être de plus en plus évidente, elle va être de plus en plus réaliste, tangible dans la partie, ce qui fait que tout au long de la partie, mécaniquement, l'horreur arrive de manière de plus en plus tangible, comme dans une nouvelle horrifique de Lovecraft. Et donc, voilà comment, ici, dans un exemple très concret, la proposition ludique, c'est-à-dire les règles de jeu, PBTA, PBTA-like, parce que, il y a des conférences et des interviews sur les qui traitent, si on veut parler plus longuement de horrifique. Mais donc, cette forme PBTA, puisqu'on va retrouver les objectifs, les principes et les actions de meneur, elle parle et elle permet de jouer naturellement cette proposition narrative en jeu. Et les actions du joueur sont aussi super importantes, puisque c'est le système qui est player-facing, face au joueur, j'imagine, c'est comme ça qu'on dit, que tu as sous le nez, qui dit quand tu essayes de séduire quelqu'un, tu lances ça, et il va se passer ça ou ça en fonction du résultat, et ça va te donner une dizaine d'options de choses que les personnages de cette proposition narrative font. Dans Apocalypse World, c'est justement se tirer dans les pattes, essayer de détrôner le chef, trouver la ressource dont on a besoin, et ce genre de choses. Et dans la V1, corrompre les autres avec du sexe. Oui. Mais justement, Eric, avec un système OSR, est-ce que
est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la même proposition ludique que Apocalypse World, c'est-à-dire ces joueurs qui se tirent dans les pattes, etc. Et sinon, en quoi ce serait différent de faire un jeu post-apo en OSR par rapport à Apocalypse World? On ferait un jeu post-apo, mais un des grands principes, pas un des grands principes, mais une des grosses colonne vertébrale, on va dire, de l'OSR, c'est qu'on joue des personnages qui collaborent pour survivre, qui sont seuls face au monde, donc c'est l'idée de la communauté de l'anneau qui doit traverser le monde poursuivi par toutes les forces de Sauron, mais sans forcément avoir un demi-dieu à leur tête, tu vois. C'est juste des hobbits. Donc, c'est bon courage pour t'en sortir. Et en général, ça reste sur le modèle de Donjons et Dragons des anciennes règles, sachant que, évidemment, quand tu montes de niveau à Donjons et Dragons, tu deviens puissant, tu achètes un château, le comte te donne un titre, et ton boulot maintenant, c'est plutôt de maintenir les frontières et de lever des armées pour lui et de repousser les orques de l'autre côté du fleuve. Mais en OSR, on a un peu tendance à rester, je pense, par réaction sur le jeu des années 90 et le Donjon et Dragon des années 2000, qui est 2000 et 2015, qui sont des jeux beaucoup plus héroïques. Donc on reste sur les bas niveaux et on reste sur les crevards. Même si on a des pouvoirs, on n'a pas forcément les moyens de se payer une chambre d'hôtel. Donc oui, mais dans Apocalypse World, on joue des crevards. On peut jouer aussi des gens face à l'adversité et qui essaient de vaincre le danger et qui sont pas obligés toujours de se tirer dans les pattes. En quoi faire ça en OSR, qu'est-ce que ça changerait pour toi, en fait, vraiment dans le corps du jeu, quoi? Je pense qu'on aurait moins de direction de création de personnages, déjà, parce qu'on aurait juste une classe. Et en général, il y a peu de classes, voire quand il y a des classes, parce qu'il y a beaucoup de jeux OSR de la deuxième et troisième vague qui sont sans. Tu crées un peu de ton personnage avec les jets que tu fais, et tu leur donnes pas des motivations, tu leur donnes pas des styles, tu leur donnes pas déjà un pré-arc d'évolution comme certaines livrées de PBTA dans certains jeux. Tu vois la différence entre le taulier qui est là pour faire tenir tenir son enclave, et puis le motard qui, lui, peut se barrer dès qu'il y a un problème. C'est en général le genre de conversation qu'ils ont, ces deux personnages-là. Écoute, si tu fais pas ce qu'on veut, on va partir et tu te démerderas avec les cannibales. Je pense qu'on pourrait y arriver, mais il faudrait rajouter de la règle, il faudrait rajouter, ou alors faire comme dans un GN, tu donnes une demi-feuille de papier au joueur en disant, voilà, ton objectif c'est ça, t'as beau être un clerc niveau 1, tu as été tenté par les démons, et tu vas essayer de trahir la communauté pour obtenir l'immortalité. On n'a pas une mécanique qui est aussi poussée. En OSR aussi, la mécanique, elle est très très légère, finalement, parce que même quand on regarde les règles de D&D des années 80, on a une règle d'exploration en donjon, une en extérieur, c'est la même, mais les échelles changent, de temps et de distance. On a des règles de combat, évidemment, on a des règles de sort, et puis c'est tout. On n'a pas de compétences, on n'a pas de « mais qu'est-ce que je fais pour ouvrir une porte si je ne suis pas voleur avec un dé de pourcentage pour crocheter ?» Là, le maître de jeu, il se débrouille tout seul. Et cette créativité, en fait, qui permet aux campagnes de se créer et aux règles aux procédures de se construire, etc. Et qui va donner à chaque campagne OSR, même avec le même système et le même univers, une spécificité. Mais ça, on peut pas vraiment. L'auteur du jeu et du scénario, il ne peut pas le prévoir. À la différence de si j'écris un PBTA, je sais exactement ce que je veux faire jouer aux gens. D'un côté, on a quelque chose du coup qui se repose presque exclusivement sur la bonne volonté de la table et des joueurs et du meneur de jeu, donc du côté OSR, si on veut émuler par exemple de l'apocalyptique à la manière de Apo World, et de l'autre côté le PBTA où se repose énormément, si ce n'est exclusivement, sur le système finalement, en disant bah voilà, on a de la création au système de résolution, on va guider finalement la fiction à émuler. Oui, dans la plupart du temps, dans un PBTA, tu vas essayer d'émuler quelque chose de très précis.
Tandis que les jeux de rôle OSR, puisqu'ils sont issus de jeux de rôle, des premiers jeux de rôle qui ont été créés, ils ont une proposition narrative qui est relativement large de base. Mais moi comment dire, et tu fais bien d'en parler parce que pour moi, on rejoint pour moi la deuxième grosse différence qu'il y a entre l'OSR et le PBTA, c'est que l'OSR repose très fort sur les capacités du joueur. Que tu sois d'ailleurs maître de jeu ou joueur, hein, avec ton personnage. Hein. Donc, ça repose très fort là-dessus. Tandis que dans un PBTA, que tu sois meneur ou que tu sois joueur, tu peux te reposer sur le système de jeu et tu n'es pas nécessairement obligé d'aller amener énormément de réflexion par rapport à comment on va adapter le système de jeu à ce qu'on a envie de jouer maintenant. Normalement, dans un PBTA, tu sais ce que tu as envie de jouer, et c'est parce que tu sais que c'est ça que tu as envie de jouer, eh bien, tu te laisses guider par le système de jeu. Donc, en fait, au départ, même si c'est pas tout à fait ça, mais au départ, il y a un contrat social qui est différent quand on joue à l'OSR ou quand on joue au PBTA. Maintenant, c'est pas tout à fait vrai. Maintenant, on voit dans la deuxième, peut-être même la troisième vague, je ne sais pas, mais ça, Eric connaît beaucoup mieux que moi, de l'OSR, des propositions qui peuvent être quand même déjà très resserrées en termes de propositions narratives. Et à côté de ça, vous avez des PBTA qui, justement, vont élargir les choses, comme Dungeon World et encore plus Freebooter on the Frontier. Quand vous prenez Freebooter on the Frontier, vous faites de l'OSR avec du PBTA. Hein. Ouais. Mais vous ne reprenez que le squelette des deux et vous enlevez tout le gras. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour moi, aujourd'hui, Freebooter, c'est mon système de jeu préféré. Parce que moi, ce que j'aime dans l'OSR, c'est justement le fait que chaque joueur, qu'on soit maître de jeu ou qu'on soit joueur, on va être amené à se creuser un peu les ménages et retrouver un peu quelque part, au-delà du plaisir du rôle, de raconter une belle histoire. Il y a aussi l'aspect ludique de dire on résout des mystères, on résout des énigmes, on résout des défis que nous présente le jeu ou le meneur de jeu. D'ailleurs, dans Freebooter, le meneur de jeu, c'est pas un MC, donc c'est pas un maître de cérémonie, c'est redevenu un juge, ce qui est beaucoup plus proche de ce qu'on trouve dans l'OSR. Referee en anglais. Voilà, et histoire de finir un peu tout ça, parce que depuis que j'ai vu un peu le déroulé de ce dont on voulait parler ce soir, je me suis dit, il faut quand même une belle image bien parlante pour différencier l'OSR du PBTA. Eh bien, imaginez, l'OSR, c'est quand vous prenez votre voiture, vous devez faire 1000 bornes et vous avez une carte de l'Europe grande comme ça, et vous dépliez dans votre voiture et vous devez trouver votre chemin vous-même. Tandis que le PBTA, vous prenez le GPS et vous êtes guidé par Waze. Voilà, c'est ça la différence entre les deux. Maintenant, il faut avoir envie de se laisser guider par Waze. Quand tu prends ta carte et que tu regardes toi les petites routes et les petits trucs et ça t'ouvre toutes les portes possibles de débordement, d'aller se perdre, mais aussi de découvrir des choses extraordinaires. Tandis que si tu prends ton Waze, tu vas du point A au point B de la manière la plus efficace possible. Voilà. Une belle image. Okay. J'aime beaucoup l'image, en tout cas. Elle est très parlante, effectivement. Je ne sais pas si j'aurais utilisé cette image, mais bon, prenons-la. Elle a le mérite d'être très claire. Mais tout à l'heure, tu disais que ça faisait longtemps que tu n'avais pas créé d'univers, Eric. Ouais. Et c'est dommage que c'est une question que je me pose. Je ne sais pas si on peut vraiment répondre à cette question, mais souvent j'ai eu l'impression, à une époque, pour ne pas nommer les terribles années 90, qu'on avait des auteurs de jeux de rôle qui avaient une envie de créer un univers. C'est l'univers, ils avaient vraiment leur univers qui était super chiadé dans leur tête. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Et le système, on s'en foutait un peu. Et on le mettait par-dessus pour faire genre. Et puis, ça collait pas toujours bien ensemble. Et en fait, je me suis toujours demandé à quel point l'univers influence ou devait influencer les règles, et à quel point les règles doivent influencer l'univers, ou si ces deux choses sont décorrélées, ou si c'est important pour vous de les lier quand vous faites un jeu, en fait. Non, System Does Matter, ça a été dit suffisamment de fois, et en effet, c'est le cas. Et comme tu le dis, et c'est pas forcément juste dans les années 90, il y a encore des jeux à licence qui sortent avec le système maison et qui fonctionne plus ou moins, qui va permettre de visiter les décors avec des personnages qui ressemblent. Mais est-ce qu'on va retrouver l'essence, les thèmes vraiment dans le gameplay? Ça, je sais pas. Pour moi, il y a quand même plein d'exemples où tu peux prendre Donjons et Dragons, ça c'est
Si je me souviens bien, c'est Grumpf qui avait dit ça. Tu peux prendre les règles de Donjons et Dragons, quelle que soit l'édition, arracher tout ce qui fait partie de l'univers dans le bouquin. Alors, en général, c'est pas dans le même bouquin, ça tombe bien. Mais tu vas quand même te retrouver avec un univers induit. Il va y avoir des magiciens qui font de la magie avec un système bizarre qui fait que quand ils ont jeté un sort, ils ont oublié. Ils sont obligés de le réapprendre le lendemain matin. Il va y avoir des dieux qui donnent leur pouvoir à des clercs pour qu'ils accomplissent des quêtes. Donc, il doit bien y avoir déjà une métaphysique derrière qui se développe. On a des gens qui apprennent à se battre sans forcément aller à la guerre, mais pourquoi? Et puis on a tous ces tas d'or et ces objets magiques qui moisissent longuement dans des souterrains malfamés gardés par des monstres. Et ça aussi, à un moment ou à un autre, il faut l'expliquer, quoi. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire que le système n'influe pas sur l'univers, quel que soit la proposition. Tu passes d'un Star Wars à un jeu de rôle à un autre, en passant par les versions PBTA, Pirates, ou sans les numéros de série qui sont sortis, en passant par le vieux D6, le D20, la version saga avec les cartes. Tracon qui s'appelle Tonton and TIE Fighters. Oui, basé sur Tranchant et Tracon. Ouais. Oui. Je pensais à un autre, mais oui, il y a une version Cantina de Blades in the Dark aussi. Et donc tout ça, Scum and Villainy, tu veux dire? Oui, Scum and Villainy, merci. Tout ça, ça va donner... oui, il va y avoir des Coréliens avec des sauveurs ultra bright et des princesses et des Wookiees, mais les histoires qu'on va raconter, ce sera jamais à 100% les mêmes. Donc c'est marrant parce que tu dis système does matter, mais moi souvent quand je m'adresse à quelqu'un qui est très OSR, il me dit système does matter but not that much, c'est-à-dire ça compte mais pas tant que ça. En gros, et une des règles que je lis dans tous les trucs OSR, c'est il y a les règles, vous êtes les règles. Le MJ, c'est les règles. C'est lui qui peut changer les choses, faire au doigt mouillé, transformer. Donc on est quand même pas si proche de ça du système matter. Et moi, c'est cette espèce d'ambivalence qui m'interroge beaucoup en fait sur ce rapport à quel point c'est important les règles, à quel point on peut les jeter en fait. Parce que le système en OSR, il est light, il est modulaire et il est une partie du système. Après, on n'a pas défini le système de jeu, mais est-ce qu'on parle de la mécanique de résolution ou du système? On est autour d'une table. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire en tant que joueur? Qu'est-ce que j'ai le droit de dire en tant que MJ? Qu'est-ce qui va être vrai? Est-ce qu'en tant que joueur, je dois demander pour savoir si je peux ramasser un bâton par terre pour taper sur le loup qui veut m'attaquer? Ou est-ce que je dis j'attrape une grosse bûche? Tous ces trucs-là, ça fait partie aussi du système. Et en OSR, on part du principe, on a un système super light qui va nous permettre de régler les situations qui sont vraiment dangereuses, c'est-à-dire là où ton personnage risque de mourir. Donc le combat, en gros. Et puis les ressources, les sorts que tu as en mémoire, jusqu'à le nombre de torches que tu trimbales et les parchemins magiques. Et après, le reste, tu vas l'adapter tu vas le créer, tu vas dire, pour sauter par-dessus la falaise, on va faire un jet de dextérité, ça vous va? Et puis ça va devenir la pratique. Et ça fait partie du système. Donc, quand tu dis system does matter, but not that much, c'est mechanics do matter, but not that much. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Le système, il est quand même maître de jeu, joueur, et dans une sorte de table triangulaire avec une autorité, mais quand même pas trop, si tu veux garder tes joueurs. Voilà. Parce qu'en PBTA, tu ne peux pas ignorer le système. Enfin, tu peux pas dire au doigt mouillé, je change quelque chose, quoi. Le jeu, il est fait pour... si tu veux conserver l'expérience telle qu'elle est à son optimum, tu peux pas t'amuser à changer les règles en cours de route, quoi. C'est l'approche qui est complètement différente, je suis d'accord. Alors, c'est tout à fait vrai, puisque le principe même des jeux dans la famille Powered by the Apocalypse, c'est de dire on veut jouer une proposition narrative forte, et pour y arriver, on adopte un système de règles dont j'ai décrit le squelette, et Eric a très très bien fait de rajouter que les livrets venaient
en complément pour le côté joueur. Et d'ailleurs, il y a même des PBTA qui ont proposé d'avoir des objectifs, des principes de joueurs, en plus des actions de joueurs qui se trouvent sur les livrets. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on a vraiment fait tout le tour du contrat social qui est donc inclus d'une certaine manière dans le système de jeu, mais pas nécessairement dans la mécanique, puisque la mécanique en elle-même, c'est toujours 2d6 plus caractéristiques. Enfin, toujours même pas, puisque on a des systèmes, des jeux dans la famille PBTA qui se sont même désolidarisés de ça pour ne garder finalement que, quelque part, le squelette que je décrivais tantôt avec objectif, principe, action de meneur. Et on peut retrouver la même chose chez les joueurs, à part que la plupart du temps, on a juste les actions de joueurs, un tout petit peu peut-être de principe quand on travaille avec des liens, des alignements ou l'équivalent des drives, etc. dans le PBTA. Mais donc, forcément que dans le PBTA, on ne va pas pouvoir énormément changer le système de jeu. Et c'est d'ailleurs un problème auquel s'étaient confrontés Adam Koebel et Sage Latora quand ils ont voulu faire un PBTA OSR Dungeons and Dragon-like, puisque à un moment donné, ils se sont retrouvés, qu'est-ce qu'on fait avec justement toutes ces choses qui ne sont pas prévues et que donc on n'a pas pu traduire, qu'on n'a pas pu intégrer, et que il va quand même bien falloir qu'à un moment donné, le maître de jeu fasse quelque chose. Et donc, ils ont créé cette action, braver le danger, qui permet finalement de, quand on est face à quelque chose qui n'est ni dans un livret de joueurs, ni dans les actions ordinaires, les actions de base et les actions spéciales, eh bien, paf, on a cette action de base qui est l'action fourre-tout et qui va nous permettre finalement de nous en sortir. Et c'est une pirouette, et d'ailleurs, elle a été fortement reprochée à Dungeon World en disant, oui, Dungeon World n'est pas un bon PBTA. Mais c'est pas vrai, parce que dans sa volonté d'émuler le jeu OSR et les jeux Dungeons and Dragons-like, Dungeon World y arrive très bien. Et donc, quelque part, c'est pas un mauvais PBTA. Mais c'est vrai que pour un des premiers enfants de l'Apocalypse, il avait quand même déjà pas mal, quelque part, botté le cul à son père en lui disant PBTA, tu es mon père, mais je vais quand même aller voir du côté de Donjons et Dragons parce que lui, c'est mon grand-père, quoi. Ah, mais bon, enfin, voilà. Et moi, je trouve que la proposition, elle est intéressante. Et d'ailleurs, il faut voir à quel point, même encore aujourd'hui, la communauté anglophone derrière Dungeon World, elle est vivace, quoi. Il y a plein de gens qui continuent d'aimer ce style de jeu. Enfin, voilà, moi, quand je viens de lancer ma campagne pour Freebooter, qui est lui-même un fils qui se rapproche encore plus de l'OSR, parce que pour moi, vraiment, Freebooter, on est quasi le meilleur des deux mondes, quoi. On a justement cette histoire où on peut avoir plein de principes pour les joueurs, et en même temps de ça, on a un système de jeu qui permet d'émuler le monde décrit en creux, qui pour moi d'ailleurs est le point commun entre les jeux PBTA et les jeux OSR, c'est que le monde n'est pas décrit à travers un grand background textuel, etc., mais il est décrit en creux et en boss à travers justement le système de jeu. Et à travers, comme le disait très bien Eric, quand dans un jeu comme Donjons et Dragons, on dit que y a des trésors enfouis sous terre et il y a des reliques et des objets magiques enfouis sous terre et qu'on va aller les trouver dans des donjons remplis de monstres qui ont leur écologie personnelle, comment est-ce qu'on explique tout ça? Il y a donc un univers derrière tout ça. Et quand on joue à Apocalypse World, on a un univers qui est un univers post-apo avec le Maelstrom, mais au-delà de ça, tout le reste est décrit en creux et en boss dans les moves. Et donc, même si ton univers d'Apocalypse World va être fondamentalement différent de mon univers d'Apocalypse World, les creux et les boss, ils seront quand même les mêmes. Et c'est pareil. Et pour ça, pour moi, là, c'est vraiment, on est dans deux manières de jouer, deux manières de faire du jeu de rôle, qui sont, je ne vais pas dire antithétiques de cette manière de jouer avec des grands backgrounds super détaillés en 300, 912 pages, 12 recueils, une bibliothèque complète. Mais non, justement, on est dans des choses où on va te proposer de faire plutôt quelque chose d'émergent à partir d'un monde qui est décrit en creux et en boss dans le système de jeu. Et moi, aujourd'hui, ça correspond à la manière dont j'ai toujours joué. J'adore ça, évidemment. Et en plus de ça, ça correspond à ce que
comment dire, tout ce que j'ai théorisé autour du haut potentiel ludique. Et de dire, eh ben, donc, dans la manière dont on va décrire ces mondes en creux et en boss, il y a moyen d'être super efficace en réfléchissant un minimum et en appliquant un certain nombre de techniques, de petites procédures que j'ai décrit dans mon blog à l'époque et que je décris chaque fois qu'on m'invite à en parler quelque part. Voilà. Ok. J'ai une petite question. Parce que vous avez tous les deux joué à de l'OSR, joué à du PBTA, joué à des jeux autres aussi, évidemment. Vous avez beaucoup de vécu. Eric, toi qui, on va dire, est plutôt orienté OSR dans notre discussion aujourd'hui, est-ce que le PBTA a influencé ta pratique? Et si oui, de quelle manière? Est-ce que tu ressors, on va dire, un grand truc que le PBTA a apporté à ta pratique ou soustrait, évidemment? Déjà, bon, il y a l'origine, comme je disais tout à l'heure, si la boîte de Dungeon World, magnifique comme elle était quand elle est sortie, m'avait pas attiré. Je pense pas que je serais tombé aussi profondément dans D&D et dans les anciens systèmes. Mais oui, il y a un truc, il y a la demi-réussite, la réussite partielle, le succès avec un coup, ce genre de choses, c'est difficile, une fois que tu as touché, c'est difficile de dire à un joueur bon, bah, t'as raté, hein, tu veux recommencer le prochain round. Oui, c'est vrai. Et ça, et puis après, il y a la création au fur et à mesure. En PBTA, on fonctionne beaucoup en tour de table, puisqu'on a des joueurs qui apportent des morceaux de l'univers. Ce que j'aime beaucoup dans Dungeon World, d'ailleurs, c'est que tu peux arriver avec une page blanche, les gens créent leur personnage, tu te retrouves avec un paladin, un druide ou un voleur et un guerrier dans deux groupes différents. Tu vas avoir des histoires qui vont être complètement différentes et des univers qui vont être peut-être les mêmes, mais on va s'intéresser à la religion dans le premier cas, et on va s'intéresser au bas-fond d'une cité sordide dans le deuxième. Donc moi, j'aime bien toujours poser les questions aux joueurs, quel que soit le système, et puis construire l'univers au fur et à mesure, partir avec un canevas très très basique et rajouter les éléments qui nous font envie au fur et à mesure. D'accord. Je vais évidemment te poser la... Ah. Oui, c'est parfait. Et je vais te poser la réciproque, finalement. Devant moi, je m'aime. C'est version française. Oui, mais moi, je joue en anglais, donc ça m'avance pas les notes. Donc, Perilous Wild, pour dire, en fait, Perilous Wild, c'est le supplément 13 OSR Stand avec des tableaux de génération de monde qui va avec Freebooter. Voilà. Et donc, effectivement, Freebooters, que nous vend admirablement à Critarge depuis tout à l'heure, a son Perilous Wild, qui est vraiment un des ultimes suppléments de tout jeu de rôle qu'on fait pour moi, hein, de génération de monde. Au niveau tableau, tu prends, tu l'ouvres, tu suis les tableaux, tu crées un monde, qui est une sorte de monde pour bac à sable, évidemment. Et j'avoue que tu peux l'utiliser pour à peu près n'importe quelle mécanique, un peu que du PBTA, vu comment il est fait. T'as pas de raison de t'en priver, quoi. Il est juste devant moi. J'ai même adapté un moyen de faire puisque je joue en 5e édition en ce moment, et j'ai même adapté les moves de Perilous Wild avec un des 20 plus carac, parce que voilà, ça marche super bien. J'ai besoin de rien préparer. Je demande à tout le monde de lancer un des 12 et il y a une idée qui pop et voilà. C'est beau. Ça marche. Effectivement, il est top celui-là. Et bah, du coup, évidemment, Bastien, je vais te poser la même question, enfin la réciproque finalement. On va dire que tu es plus orienté PBTA. En quoi est-ce que l'OSR a influencé ta pratique? Je crois que tu nous as un peu répondu avec Freebooter, le côté le meilleur des deux mondes, la croisée des deux mondes. Est-ce qu'il y a un truc, une composante de l'OSR où tu te dis je l'utilise presque tout le temps maintenant dans ma manière de jouer et même dans mes tables PBTA? Oui, c'est ce que j'expliquais tantôt. Bon, déjà, l'OSR, évidemment, comme je suis un vieux rôliste, moi j'ai appris le jeu de rôle donc il y a bientôt 32 ans, tout seul avec la boîte de découverte, boîte d'initiation de l'œil noir. Et puis après cette boîte d'initiation de l'œil noir, j'ai découvert la boîte rouge de Donjons et Dragons. Et donc moi j'ai commencé à faire du jeu de rôle en faisant de l'OSR. À la part qu'à l'époque, personne n'appelait ça de l'OSR quelque part, parce que ça n'en était pas encore. Voilà. Et donc, mais
donc pour moi, c'est clair que dans mon ADN de rôliste, quelque chose qui est resté très important, c'est ce que j'expliquais tantôt, c'est de dire, moi ce que j'aime bien, c'est que dans une partie de jeu de rôle, quand on confronte les joueurs à une découverte, un danger ou quoi que ce soit, tiré de Perilous Wild ou d'un autre, donc de En Terre Sauvage ou d'un autre supplément de jeu de rôle qui fait un peu la même chose, c'est de dire quel est le défi, quelle est l'énigme, comment est-ce que vous allez vous en sortir et comment est-ce que vous, joueurs, vous allez devoir faire tourner vos ménages pour vous en sortir le mieux possible. Voilà, c'est à un moment donné. Donc, et je pense que la quintessence de ça, et je pense que Eric ne me contredira pas, et sinon Eric, vas-y, contredis-moi, parce que à ce moment-là, j'ai encore des choses à apprendre et ce serait merveilleux. Mais la quintessence de ça, c'est de toujours donner suffisamment d'informations aux joueurs pour qu'ils puissent rebondir sur ce que tu viens de sortir. À partir du moment où tu laisses tes joueurs dans le noir, parce que tu leur caches quelque chose qui les empêche de faire des choix significatifs, pour moi, à mon avis, tu perds quelque chose dans le jeu de rôle, parce qu'à ce moment-là, tes joueurs, ils ne peuvent pas influencer convenablement l'histoire. Ils ne peuvent pas être maîtres de la destinée de leur personnage. Parce que c'est de ça dont on parle. On parle du joueur, on ne parle pas du personnage. Est-ce que le personnage est dans le noir? Oui, d'accord. Mais toi, en tant que joueur, est-ce que tu as le droit d'avoir toutes les informations pour créer une histoire intéressante? Je pense que c'est la base. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est partout dans l'OSR, quoi. On le trouve d'ailleurs dans le fameux bouquin sur sur les principes de l'OSR. Aide-moi, Eric. Principia Apocrypha. Voilà, exactement. Le Principia Apocrypha, exactement, tout à fait. Voilà, et ben pour moi, ça, c'est un élément de l'OSR que j'utilise dans toute ma pratique de jeu de rôle, quelle qu'elle soit, mais donc évidemment, forcément dans le PBTA. Et qui est quelque chose qui n'est pas nécessairement dit dans le PBTA. Mais par contre, c'est quelque chose qui avait déjà été mis en avant assez rapidement par Greg Pogorzelski, qui avait traduit la toute première version de Dungeon World dans la manière de maîtriser. Mais ce n'était pas quelque chose qui était dit de manière super implicite dans la première version d'Apocalypse World. Voilà. Donc l'information au service du player skill finalement pour toi. Oui, tout à fait. Okay. Sans l'information complète, pas de player skill. Donc, et sans player skill, pour moi, on se prive d'un des plaisirs du jeu de rôle. Maintenant, si ton plaisir, si ce que tu as envie de faire avec les joueurs, le maître de jeu à la table, c'est juste de raconter une belle histoire et qu'on se fout bien pas mal du player skill parce que ce qui est important, c'est le drama, c'est le feel good, ou etc. Ok, pas de problème. Vas-y, joue ça, c'est super. C'est d'ailleurs des très bons jeux de rôle aussi. Okay. Mais il y a un truc que vous avez dit, parce qu'on s'approche, on a abordé les... Alors bien sûr, ce sera que des survols, on peut pas parler pendant des heures, mais on s'approche vers une conclusion. Mais il y a quelque chose que vous m'avez dit qui m'a vraiment marqué, c'est qu'effectivement, l'OSR et le PBTA, donc vous avez bien montré que c'était deux pratiques différentes, mais elles ont quand même un point commun qui est très fort et sur lequel vous avez vraiment mis le doigt dessus, c'est-à-dire ce sont des systèmes émergents pour des univers. C'est-à-dire qu'on joue avec un univers, certes, qui existe encore en boss, mais qui est minimaliste, je dirais presque impressionniste. Et en fait, c'est avec ce système-là, avec les jeux, on va faire émerger un univers qui sera différent. Quand on joue à un jeu OSR ou PBTA, le jeu et l'univers qui va se dérouler autour de la mécanique va naître de cette mécanique et va être très différent à chaque fois. Et moi, je vous opposais au début ces jeux qui ont un univers extrêmement fort et on sent que la mécanique a été souvent projetée de manière plus par habitude que par réelle réflexion de game design. Et donc, je voudrais vous demander, est-ce que vous pourriez, vous, me citer un jeu avec un univers très fort, très marqué, dans lequel vous trouvez que la mécanique est parfaitement adaptée à cet univers-là? Est-ce que vous avez en réfléchissant? Tu aurais dû nous envoyer ça en... Si c'est trop long, je couperai. Jusqu'à ce que vous arriviez à me dire quelque chose. Alors, pendant que Eric réfléchit, moi, je vais vous parler d'un vieux jeu que j'ai écrit il y a quand même maintenant un peu plus de 10 ans, 12 ans maintenant, et Les Masquetons de Linmar, que j'avais écrit pour le concours des Murges en herbe à l'époque, et donc dans lequel c'est un jeu de rôle dans lequel je voulais insister très fort sur la gestion des ressources, et donc tout ça est traité dans l'univers de jeu qui tient sur la moitié du caractère. Alors c'est pas un grand jeu en 300 pages, etc. C'est un jeu en 70-80 pages, je ne sais plus exactement. Mais donc la moitié il y a du vrai lore, du vrai lore complet,
autour de ça. Et en effet, là-dedans, on insiste sur la pénurie d'eau, sur la sécheresse omniprésente dans l'univers de jeu, dans toutes ces îles flottantes réparties les unes entre les autres, mais qui n'ont aucune ou très peu une surface suffisante pour avoir un cycle de l'eau convenable. Et donc, on a ça. Et donc, l'eau est présente, évidemment, très fort dans le système de jeu pour indiquer, et le système de jeu est un système de jeu diceless, dans lequel les ressources des personnages, les possibilités d'action du personnage vont vraiment diminuer au fur et à mesure du jeu. Et pour les récupérer, il faut vraiment justement renouveler un petit peu le stock d'une manière qui est expliquée dans le jeu. Et donc voilà, il y avait une manière de traduire un peu le cycle de l'eau et cet assèchement des réserves au fur et à mesure dans le système de jeu que j'avais traduite par rapport au lore. Et donc là, voilà, j'avais essayé vraiment de faire le lien entre ça et le lore. Attends, juste puisque tu m'interroges avec ce type de jeu, moi j'avoue que j'ai toujours du mal avec les systèmes diceless, mais ta présentation je trouvais assez intéressante et pertinente. Juste, qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de ressources? C'est un jeu où à la fin les gens meurent parce qu'ils n'ont plus de ressources ou... Non, parce qu'il y a un système pour, comment dire, il y a une espèce de système de réussite automatique de jet relativement simple, et puis alors tu peux récupérer de la ressource en te reposant ou à travers la magie de l'univers qui est la sourcerie, qui est, enfin bon, là, je ne vais pas rentrer dans le lore de l'univers, mais grosso modo, grâce à la magie, tu peux également récupérer un petit peu de ça. Et puis alors, tu peux en récupérer aussi par un autre système qui est la confrontation avec des joueurs. Mais là, évidemment, il faut que le maître de jeu, lui, décide à un moment donné de dire, bah, pour l'intérêt de l'histoire, il faut que je relâche un petit peu de ressources vers les joueurs. Et donc, voilà. Mais donc un jeu basé sur l'attrition, quoi. Oui. Voilà, en fait, c'est un jeu où en fait donc il est diceless, mais il y a une dose de pari assez importante dans les jeux en opposition, qui sont finalement relativement rares. Hein. Il n'y a pas énormément de mécaniques de jeu qui arrivent. C'est un jeu où normalement la plupart des choses se résolvent en trouvant le bon angle. Hein, on revient au player skill par rapport aux compétences disponibles dans l'équipe et surtout par rapport aux informations qu'on collecte, parce que ça reste un jeu très très fort d'enquête diplomatique, puisque les joueurs jouent des espèces de messagers qui vont de Rothschild en Rothschild, c'est comme ça que ça s'appelle, et qui font du commerce, de la diplomatie, et la diplomatie est intrinsèquement liée aussi avec le religieux, qui est lié avec la magie, qui est lié avec les méchants de l'histoire. Enfin bon, voilà. Je suis pas non plus tombé dans le manichéisme, j'ai horreur de ça. Et ça se trouve sur Internet, ça? Alors, ça se trouve sur Internet, oui et non. Parce que donc, c'était disponible pour le Don des Dragons, si je me bouge. Oui, tout à fait. Il était dans le bundle de jeux de rôle solidaire du Don des Dragons. Et puis, c'était disponible... mais le livre est épuisé et ça fait 5 ans qu'avec Michel Dinuzio, qui était l'illustrateur du jeu, on se dit il faut qu'on le ressorte, il faut qu'on refasse quelque chose et que voilà. D'accord. Il y a trop de choses à faire dans une vie, trop de projets de jeux. Je ne pourrais pas mettre un lien dans le descriptif pour qu'on regarde ce jeu. Tant pis. Voilà, il faudrait peut-être qu'un jour je mette un truc à disposition sur Lulu ou un truc comme ça, ou sur Drive-Thru en gratuit et qu'on n'en parle plus en fait. D'accord. Et Eric, alors, est-ce que tu as trouvé ton exemple? Ouais, y a pas mal de jeux en fait. Hein. Tu penses à... Enfin, moi, j'ai pensé d'abord à le bon vieux Warhammer première édition où tu joues des crevards qui enchaînent des métiers de merde. Tu trouves que la mécanique est parfaitement adaptée à ça? Bah, tu en baves quand même énormément au début. Hein. Certes, c'est vrai. Et même quand tu deviens héroïque, il y a un switch à un moment qui se passe quand tu vois que oula, on commence à avoir un sorcier niveau 3 et puis on a un assassin avec 4 attaques et on va pouvoir commencer à rentrer dans les démons maintenant plutôt que de courir et d'appeler la garde. Mais aussi, merde, ah oui, je pense que Feng Shui, qui est une de mes grosses révélations de jeux de rôle dans les années 90,
c'est un jeu de simulation, enfin pour émuler les films d'action de Hong Kong, mais à la fois dans tous les registres et dans toutes les époques et les types de films qui se faisaient dans les années 90. Donc du truc de flic à la Jackie Chan, en passant par la science-fiction, en passant par les épopées wuxia magiques. Avec des mages qui font polypolomie et des effets spéciaux pourris, etc. Et donc c'est un univers qui a beaucoup de background, en gros il y a 4 époques et le monde qui les lie toutes. Donc il y a beaucoup de choses, il y a des factions, etc. Et on a un système qui pour l'époque était assez simple. Maintenant il accuse un peu, mais qui permettait de jouer des héros de films d'action. Des gens qui ne meurent que très très rarement, mais quand ils meurent, c'est super mélodramatique. Et on demande au maître de jeu de passer une balade de cantopop triste. Pendant que le joueur qui est la mauvaise parce qu'il vient de perdre son personnage doit quand même décrire les meilleurs moments de la vie de son personnage qui passe dans un montage. Ouais. Non, c'est dans les règles. Et voilà, tu pourrais pas jouer ça avec Cthulhu en adaptant. Non, mais tu m'as convaincu avec le montage de la mort du perso. Et je vous ai fait un PowerPoint. de la vie de mon personnage. Excellent. Mais c'est une question qui est plus difficile qu'il n'y paraît parce que il faut non seulement que, en tant que joueur ou que maître de jeu, tu t'appropries convenablement l'univers et que tu en comprennes les enjeux peut-être cachés, indirects, que l'auteur a mis dedans, ou les auteurs ont mis dedans. Et en plus de ça, il faut que tu t'appropries suffisamment et que tu aies une expérience suffisante du système de jeu pour voir si les auteurs ont en effet bien intégré leur volonté, leur cahier des charges. Voilà. Et pour parler comme Sébastien Delfino, même si c'est un petit peu du jargon, il faut que tes intentions ludiques rencontrent tes intentions narratives et vice-versa. Et donc que tu aies des intentions ludonarratives. Bon, c'est pas évident ça, parce que franchement, ça demande à la fois d'avoir une sensibilité de game designer et ça demande à la fois d'avoir une sensibilité de narratologue. On n'a pas tous un doctorat en game design et en narratologie, quoi. Donc c'est pas une question facile à dire. Maintenant, je pense que on a et ça, il faut s'écouter soi-même en tant que joueur. Je pense qu'on a tous eu cette expérience où on a connu le flow en jeu de rôle, c'est-à-dire ce moment où on avait vraiment l'impression que tout ce qui se passait dans la partie coulait de source, et même le système de jeu, et qu'on n'avait aucun problème. Et quand on vit ça, alors on peut se dire que normalement, c'est soit qu'on a développé les player skills qui permettent de faire que le système de jeu est transparent par rapport à ce qu'on joue, là maintenant, ou alors qu'en effet, on a un système de jeu qui est parfaitement adapté à ce qu'on doit faire en tant que, à ce qu'on vit en tant que fiction autour de la table. Mais donc, comme on voit, c'est pas, enfin voilà, il faut un équilibrage comme ça entre le défi quelque part narratif et les compétences ludiques. Et là, on peut être dans le flow du jeu de rôle, mais voilà, par rapport à ce dont on vient de parler là maintenant, parce que je ne veux pas non plus qu'on commence à être là. Juste pour enchaîner très rapidement, je pense qu'il y a aussi des univers de jeux de rôle qui ont été créés pour un jeu de rôle, qui se sont développés d'une manière qui n'était pas prévue au départ par les auteurs, à cause du système de jeu. Tu penses à Cyberpunk, Mike Pondsmith, je ne sais pas en quelle année, mais peut-être 5 ou 6 ans après la sortie de Cyberpunk, il a écrit un supplément qui s'appelait Listen Up, You Primitive Screwheads, pour dire, en fait, c'est plutôt comme ça que je préférerais que vous jouiez, parce que là, vous jouez un peu à l'homme qui valait 3 milliards contre Superman, et moi, je voulais que vous soyez dans la rue à essayer de faire la révolution, vous comprenez, et vous avez tous pris des boulots chez Militech et Arasaka, et... J'ai acheté les bouquins quand même, mais bon. Ça, ou même White Wolf et... Tout l'univers de White Wolf. C'était pas un jeu de super-héros au départ. Hein. Ça l'est devenu.
C'est quand même un jeu où il y avait une liste d'armes assez impressionnante et on te précisait quand même que le minigun, tu pouvais le cacher sous ton trench coat. Et c'était dans le livre de base, hein, donc pour un jeu. Voilà. Pour un jeu qui était censé te permettre de contempler l'abysse de la perte de l'humanité, du monstre qui te ronge petit à petit en toi, oui, en effet, le monstre qui te ronge, ça doit être probablement ton problème d'ego puisque tu as besoin de cacher un minigun sous ton trench coat. Oui, mais affronter les monstres, c'est plus facile avec un minigun. Alors là, je suis désolé, je trouve que ça se tient. Non, mais comme je dis, à mon avis, le coup du minigun sous le trench coat, c'est parce que Vampire est sorti avant l'invention du Viagra. Bien, bah écoutez, je pense qu'on en pourrait parler encore pendant des heures. On a encore beaucoup de choses à dire, mais il me semble qu'on a déjà pas mal fait le tour, en tout cas des problématiques qui nous intéressaient, de ce rapport très fort qu'il y a entre la mécanique, l'expérience de jeu et l'univers. Enfin, la mécanique, non. Pardon, comme disait Eric, le système. Et donc, moi, je suis très content d'avoir cette discussion. Je ne sais pas si Axel, tu as des remarques, des choses à dire. Moi, c'était bien. J'ai appris plein de trucs. J'ai appris que j'étais jeune et que j'ai retenu la blague toute la soirée. Mais en fait, pour vous, l'old school Renaissance, c'est même pas de la Renaissance finalement. C'est de l'actual school ou de l'old school. Non, pour nous, c'est de l'old school naissance. C'est ça, complètement. On est au jeu de rôle avec ça. Mais du coup, c'est hyper intéressant et ça a pointé plein de trucs pour moi, notamment sur, effectivement, notamment la réflexion, moi en tant que... qui essaie de créer un jeu, qu'est-ce qui est le plus important, quelle est la mécanique, qu'est-ce que je veux refaire ressortir, est-ce que c'est mon univers qui est important, etc. Je trouve que c'est des questions qui sont bonnes à se poser, et même en tant que maître de jeu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire passer dans nos parties, qu'est-ce qu'on veut mettre finalement en avant, quel est le prisme par lequel on veut attraper notre loisir, quoi. Donc c'était super intéressant. Donc merci. Magnifique conclusion, Axel, bravo. C'est le deuxième essai. Merci à Kritarch, merci Eric, c'était vraiment un plaisir. C'était chouette, merci beaucoup. Et bien écoutez, à bientôt sur JDR Factory pour une vidéo. Moi je reviens quand vous voulez. Ah bah avec plaisir. Ah bah attention, hein. Attention, hein. Attention. C'est capturé, on la coupera pas au montage celle-ci, vous allez revenir, je vous le dis. Surtout qu'on a des idées d'émissions assez intéressantes avec Axel, on va faire le petit spoiler. Complètement. On a décidé de lancer une série d'émissions, on va travailler sur ça, qui s'appelle Jouons avec, et vous rentrez dedans un trope du jeu de rôle, jouons avec les points de vie, jouons avec l'initiative, jouons avec les compétences. Et notre objectif, c'est d'essayer de voir ce qu'il y a eu comme proposition dans les différents jeux de rôle qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, peut-être que vous avez des choses à dire sur les points de vie, l'initiative, les compétences. L'initiative, plein. Ah, bah ça tombe bien. Nous, on cherche des gens sur l'initiative. Eric, et hop, sur la liste. Les compétences, je pourrais aussi vous raconter un petit peu l'expérience. Garde ça. Gardez tout en ton stock, c'est bon. C'est bon, on les a, Matt, on les a eus. Toute cette vidéo n'était qu'un prétexte. Au revoir, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Comme vous faites actuellement, c'est top. Merci beaucoup, ciao. Allez, ciao, bonne soirée.